Bonjour, merci à tous d'être présents. Donc, je me présente, je suis Rémi, je bosse chez OVH dans la section serveur dédié, sysadmin. François Loiseau, donc je suis sysadmin dans le département cloud, donc dedicated cloud principalement. Donc, ce workshop peut s'apparenter un peu à une épopée d'un sysadmin, ce qu'on va vous présenter. Et on va voir l'expérience de ce sysadmin à travers certaines situations qui vont l'amener à évoluer. Alors, ça va être un peu comme un épisode d'un Dr House, où, découpé en chapitres, où le premier patient il va arriver pour un accident de voiture, et en fait, on va se rendre compte qu'il a une abéthélie proprotéinémie, un habitus marphoïde, un rhumatisme du désert, enfin, pas de bol, quoi. Sur le même principe, on va partir d'un client fictif, mais un petit peu réel quand même, à qui va arriver des péripéties. Ces péripéties vont lui apporter son expérience personnelle et vont faire évoluer son infrastructure et vont faire évoluer son expérience au travers de différentes technologies actuelles ou un peu plus obsolètes du marché. Donc ce client, c'est un client type à une agence de ski. En gros, elle loue des skis, elle vend des skis sur Internet. Et c'est donc un trafic saisonnier. Ça marche super bien entre octobre et mars. C'est un peu plus cool sur la période estivale. Voilà, à peu près. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'il va avoir des besoins différents tout au long de son projet. Donc il va commencer par construire son infra, il va partir sur un serveur dédié. Bon, là, il a fait le choix de prendre un serveur de gamme G. Il pose son site, ses bases, etc. Ça se passe bien, les mois passent. Il commence à arriver sur sa période un peu plus intense en termes de vente, de location. Et il se dit que d'un point de vue visiteur, la sensation, elle se ralentit un petit peu sur son site. L'expérience, elle est un peu moins dynamique. Et il se dit qu'il est temps quand même de faire évoluer un petit peu sa plateforme. Là, ça fait à peu près 6 mois. Et il va rajouter un deuxième serveur. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces deux serveurs-là, il se dit comment je vais faire pour mon back-office, j'ai une base de données, etc. Il se dit on va prendre un troisième serveur sur lequel il va poser ses bases de données. Là, pour poser ses bases de données, il se dit j'ai quand même mon back-office qui bosse derrière, j'ai les préparateurs qui peuvent faire les commandes, j'ai moi qui vais regarder mes statistiques, etc. Ça a besoin d'avoir un petit peu plus de pêche. Il va choisir un HG, il sait que derrière, il va avoir une redondance électrique, il va avoir une machine qui va être évolutive. Voilà, il sait qu'il va pouvoir se reposer dessus. Ce qui se passe, c'est que son business continue à se développer au fur et à mesure. Et un vendredi, en fin d'après-midi, un alter malencontreux. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de passer son samedi en famille, il va le passer à essayer de restaurer sa base de données telle qu'elle était avant le petit alter. C'est du temps qu'il aurait bien aimé garder pour lui. Alors ce qu'il se dit, c'est qu'on va investir un petit peu et on va prévoir un slave. C'est quand même une petite facilité d'utilisation et aussi de maintien de l'infra. Donc là, il va partir il reprend AEG pour mettre ça dans son infra. Je dis c'est pas mal, il va pouvoir s'en servir pour ses backups, pouvoir faire un réplica SQL. Donc ça va lui faire gagner aussi en disponibilité. Donc sur ce type de plateforme, il commence à être satisfait de ce qu'il a. Mais c'est quand même du business, il y a des données importantes qui peuvent transiter dessus. Il se dit, l'isolation, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Voilà, le VRAC. Ça lui permet d'avoir toute son infra dans un VLAN. Il va pouvoir utiliser un adressage privé, par exemple, pour ses SQL. Entre ses web, ses SQL, il se sent plus secure déjà dans son infra. Pour faire un point juste, le VRAC, c'est une technologie OVH, made in OVH. L'idée, c'est quoi? C'est vous avez chez vous, dans vos data centers, en housing, en colocation, vous avez des switches dédiés sur lesquels vous tirez vos propres VLAN, sur lesquels vous avez un trafic maîtrisé et un trafic isolé. L'idée, c'est que quand on est chez un service provider, les machines sont donc exposées au réseau public. Et pour faire passer certaines données confidentielles, etc., OVH a fait ce qu'on appelle le VRAC. Et en gros, l'idée, c'est de relier avec un VLAN privé différents serveurs de différentes salles, de différents data centers. Voilà. Donc ça peut s'apparenter à un switch que vous avez chez vous de type VLAN. L'avantage aussi de cette techno, c'est qu'il va pouvoir utiliser une brique de load balancing Cisco qui s'appelle l'ACE,
et qui va lui permettre de répartir les requêtes de ses visiteurs entre ces deux machines web. Donc là, déjà, il va pouvoir avoir un équilibrage de charge et vraiment utiliser ces deux machines et pouvoir engranger encore de la capacité et du visiteur en tranquillité. Le temps passe, le business avance, continue. Il a de nouveaux collaborateurs. Ça peut arriver. Un des collaborateurs va passer une nouvelle page en prod qu'il n'aurait pas dû. Ça ne va pas bien se passer sur la mise en prod. Il aurait pu avoir un rollback, etc., mais il n'y en a pas. Donc là, il va mettre un serveur de backup sur son infra. Il va pouvoir utiliser soit des softs connus du marché ou faire ça avec ses scripts lui-même pour pouvoir pallier à ce problème. Ça peut arriver à tout le monde. Un backup, c'est jamais inutile. On disait qu'il avait plus de monde dans ses équipes, et donc il va quand même falloir un environnement pour son développement, pour sa pré-production, pour que ça puisse être qualifié justement pour que ce type de problème ne se reproduise pas. Donc là, il va prendre par exemple un mini SP pour pouvoir faire des petits environnements pour ses devs. C'est quand même un peu plus pratique. Et enfin, pour bien avoir une infra complète, il lui manque une visibilité. Donc il va rajouter un petit serveur de monitoring. Il n'y a pas besoin d'énormément de performance pour pouvoir faire ça. Il choisit un qui me suffit. Donc là, on arrive à une infra qui est complète. Voilà, une infra type, une infra d'école, j'ai envie de dire. Quand on sort de l'école, on crée sa boîte, on aimerait bien avoir un petit truc sympa comme ça. Répartition de charge, base de données isolée sur un serveur qui a de la capacité d'encaisser, un réplica au cas où, un backup, toujours utile, on ne sait jamais, pré-prod, toujours utile, on ne sait jamais, monitoring. Monitoring pour avoir quoi? Pour avoir l'état de santé de l'infrastructure en temps réel. Est-ce que mes webs sont fonctionnels? Est-ce que mon trafic est correctement réparti? Est-ce que mon SQL tient la charge? Est-ce que mon réplica est opérationnel? Est-ce que mon backup a fonctionné la nuit dernière? Des questions qu'on se pose tous les matins, j'ai envie de dire, en arrivant au boulot. OK, est-ce que tout fonctionne correctement? Et avoir centralisé cette information sur une machine spéciale dédiée. Voilà. Donc on a l'info temps réel. Ça permet aussi d'avoir une info longue distance. Donc on sauvegarde. Je sais qu'à tel jour, telle période, mon SQL était OK, était KO. Pourquoi? Donc on sauvegarde des graphes de bande passante, des graphes de mémoire, des graphes de CPU, etc. Bon, on a actuellement appuyé tout ça sur des serveurs OVH, de gamme EG, HG, FS, KS, MSP. Donc sur cette historique de graphes, sur cette historique d'utilisation, on va tirer quelques conclusions. On va regarder un peu ce qui se passe sur les machines. Donc les graphes ici, ceux qui sont intéressants, on en a juste conservé 3. Donc si on regarde au niveau du CPU, on voit que c'est une machine qui est utilisée entre 15 et 20%. Il n'y a rien d'exceptionnel, on voit quelques petits pics de charge qui peuvent arriver. Au niveau de la RAM, c'est surtout du cache, un petit peu de RAM active, ça bosse, mais finalement, il reste quand même énormément de marge fonctionnelle sur la machine. Et au niveau de ses I/O, tout est dans le vert, il est aux alentours de 10% d'utilisation. Donc on voit qu'au niveau des machines web, on peut quand même aller un petit peu plus loin. En termes de SQL maintenant, on retrouve les mêmes graphes. Là, on voit que ça commence à avoir un petit peu plus de charge sur le SQL, ce que je disais tout à l'heure. Chaque fois qu'il va faire un petit batch sur son back-office, il va regarder ses commandes, etc., ou même les visiteurs qui passent sur son site. Pour la RAM, ici, on est à peu près à 50% d'utilisation. Il a choisi d'utiliser pas mal d'InnoDB pour ses bases, donc là, il a privilégié un gros buffer pool, donc il a provisionné 24 Go de RAM. Donc c'est pour ça que c'est assez constant dans le temps. Et enfin, sur les I/O, on voit que ça gratte un petit peu. On est aux alentours de 20-30% d'utilisation, ça reste largement correct. Voilà, donc on a regardé la ressource qui est utilisée tous les jours en moyenne sur cette infrastructure. On a des bonnes machines, des belles machines, qui sont capables d'encaisser. Pourquoi? Parce qu'on a la ressource sous-utilisée. Donc on a un seuil, en gros, d'utilisation qui est très petit, très moyen. Et donc après s'être posé la question sur l'utilisation des machines, l'utilisation des ressources, l'utilisation de l'infrastructure, on peut se poser la question sur le boulot des sysadmins, des DevOps, j'ai envie de dire, de cette société de ski, pour savoir, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Quelle est l'influence de cette infrastructure sur leur job de tous les jours? Donc, on voit qu'il y a du temps qui peut être pris pour de la maintenance matérielle. Par exemple, on a un disque sur le serveur de monitoring qui peut être amené à lâcher. On sait que ça va être du temps sur lequel on va passer à reconstruire
à reconstruire ces données, on va les rapatrier des backups, etc., puisqu'on les a fait dans l'infrastructure. Mais ça va tout seul, parce qu'on a pris les précautions nécessaires, mais ça prend du temps. Voilà, ce temps, par exemple, c'est OK, kernel 3.8, il est stable, je l'installe sur les web. C'est parti. Ça passe ou ça casse. C'est pas click and play, je veux dire, c'est click and pray. Est-ce que ça va marcher? Donc on va le faire sur un, on a la redondance, pas de problème, on le met en maintenance, on update, ça passe. Non, ça casse. Bon. Ah oui, OK, donc je vais revenir sur le backup, je vais remettre... non, bon, OK, je réinstalle, fini, j'ai perdu trop de temps. Je mets à jour mon Apache, mon JBoss, mon Tomcat, mon serveur applicatif. Je mets à jour. Est-ce que ça passe? Ouh, ça passe. Je mets à jour mon serveur SQL. Voilà. Est-ce que ce que je fais sur mon infrastructure physique, mon infrastructure de production, est-ce que ça va fonctionner et est-ce que les mises à jour qui auront été faites par les développeurs, etc., de tous les produits que j'utilise, vont faire en sorte que mon infra fonctionne encore, continue de fonctionner? Pour gagner en souplesse, on s'est rendu compte qu'un des sysadmins de la société avait posté dans sa petite boîte de wishlist l'utilisation, il voulait introduire la virtualisation dans son infra. La première idée qui lui est venue, je vais commander un nouveau SD. Cette fois-ci, au lieu de mettre ma Debian Wheezy, je vais mettre un ESXi. Et puis, je vais commencer à, par exemple, spooner une VM par développeur et commencer un peu comme ça. Voilà. Donc, sauf que on était parti du principe que ça prenait du temps. Rajouter un nouvel OS, en l'occurrence un hyperviseur, rajouter de l'expertise dans une nouvelle utilisation d'une technologie, c'est du temps à passer. Ce temps à passer, c'est du temps qu'on ne voulait déjà pas passer avant. Pourquoi rajouter quelque chose en plus dans l'infrastructure? Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est la gestion des accès. C'est notre DevOps au sein de notre entreprise de ski. Lui, il maîtrise, pas de problème. Il sait, pour se connecter au SQL, il passe par là. Pour se connecter au web, il passe par là. En SSH, là-bas, j'avais choisi de mettre un Windows parce que c'était plus facile pour mes développeurs pour se connecter. Bam, bam. Il a les accès dans sa tête. Seulement, cette personne, ce DevOps, part en vacances, part en congé, absent à maladie. Il va faire une conférence quelque part. Il va aller dans un salon quelconque. Il n'est plus là. Si quelque chose arrive sur l'infrastructure, quelqu'un d'autre doit intervenir. C'est donc une autre personne informée, une autre personne qui doit avoir des accès sur l'infrastructure, qui doit savoir où se connecter, comment, pourquoi. Voilà, une gestion un peu décentralisée des accès où le client se dit, OK, bon, virtualisation, consolidation, je mets tout au sein de la même infrastructure, je peux me connecter aux machines virtuelles avec un compte Active Directory, avec un compte LDAP, avec n'importe quoi, pour me connecter en gros de manière centralisée, et voilà. Sauf que on ne voulait donc pas apprendre de nouveaux OS, donc notre client fictif est passé plutôt sur une solution Dedicated Cloud. Dans l'idée, c'est que, à partir de son infrastructure, de ses machines, de l'utilisation de la ressource de ces machines, il a dit « j'utilise tant ». À cette ressource, il a rajouté plus ou moins de ressources, on va voir après pourquoi, et il a donc commandé 3 hosts L à l'intérieur du Dedicated Cloud. Sur ces 3 hosts L, il répartit les machines virtuelles, le SQL sur un host, le SQL Master sur un host, le Slave sur un autre host, les web sur 2 hosts différents. Voilà. Il a donc, en cas de panne d'un host, de défaillance hardware, de défaillance software, son service qui fonctionne encore. Et il a en plus une ressource optimisée, une ressource utilisée, exactement la ressource disponible dans le cluster. J'ai dit une ressource supplémentaire, pourquoi? Achat. Achat est une fonctionnalité VMware qui fait que lorsqu'un host a une panne hardware, software, une indisponibilité quelconque, que ça vienne de la couche réseau, que ça vienne une indisponibilité par rapport aux autres hosts, les autres hosts vont simplement prendre l'initiative d'éteindre les machines virtuelles sur ce host-là et de les redémarrer sur l'autre host. Ce qui fait que le downtime lié au serveur web, par exemple, qui tournait sur ce host-là, n'est plus lié à l'intervention du tech dans le data center, au temps de boot de la machine virtuelle, au temps de démarrage des applications, au temps de reprise en compte potentiellement des nouveaux pilotes pour la carte réseau parce que la carte mère a été changée. Il est juste uniquement lié
au temps de démarrage de la VM et au temps du démarrage des applications. Donc l'avantage en plus de consolider les infrastructures, de consolider les machines au sein de la même infrastructure, on a un autre avantage qui est apparu, c'est diminuer le downtime de ces machines. Donc là, je parle bien de achat. Achat redémarre les machines. Une autre fonctionnalité, c'est DRS. VMware va prendre l'initiative de déplacer les machines virtuelles sur les hosts de l'infrastructure en fonction de l'utilisation des hosts, mais aussi des machines virtuelles. La machine va se trouver à un moment donné à l'endroit le plus optimal pour votre infrastructure sans que vous ayez rien à faire. Donc non seulement on a une gestion des ressources avec l'ACE, comme vous voyez tout à l'heure, où on avait les connexions qui étaient réparties sur les web, mais en plus on a les machines qui sont réparties maintenant sur les machines physiques. Donc je parle de ressources, donc il y a donc sous-entendu une gestion des ressources. Achat redémarre les machines. On a donc sur un cluster à 3 nœuds, un cluster à 2 nœuds maintenant disponible. Ce qui fait que la ressource nécessaire à l'utilisation ou au fonctionnement optimal de vos machines virtuelles était de 3 hosts, il est maintenant de 2 hosts. Il y a ce qu'on appelle une contention. Une contention, c'est quoi? C'est des machines qui, à un instant T, demandent en même temps de la ressource, et cette ressource n'est pas forcément disponible au moment où elle est demandée. Ce qui fait que notre client, il s'est retrouvé tout d'un coup avec le SQL Master, le Slave, sur le même host qui demandait de la RAM, le Web qui demandait aussi de la RAM parce qu'il y avait un pic contention. Le client a dit fini. Il a donc séparé ces machines en pools de ressources. Il a réservé de la ressource sur ces pools et il a dit mes SQL, ils auront tant, mes Web, ils auront tant, et mon dev, il aura exactement ce que je lui donne. Ce qui fait qu'en cas de défaillance d'un host, en cas de contention potentiellement sans défaillance, j'aurai au minimum la ressource réservée sur mon infrastructure disponible pour mes machines. François parlait de réservation et de ressources disponibles. On va y revenir un peu plus en détail à travers le design qui a été choisi pour les ressources. Donc si on regarde un peu plus en détail pour le CPU, on va voir ça sur le camembert avec des pourcentages. C'est-à-dire que le nombre de gigahertz qu'on va allouer aux machines web, aux machines SQL et à l'ensemble des machines de dev et de pré-production qu'on va allouer aux développeurs, on n'a pas choisi ce volume de ressources au hasard. Il est tiré des ressources qui sont utilisées sur les machines dédiées qui étaient dans l'infrastructure précédente. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur un CPU 8 cœurs, on est aux alentours de 20%, et donc on va répercuter ce nombre de gigahertz sur les VM qu'on va créer. Ça permet de partir de ce qu'on connaît, de l'expérience qu'on retire de l'infrastructure précédente pour aller plus loin. On va partir de ça comme réservation. Donc on fait ça pour le CPU, et on fait ça aussi pour la RAM. Si on regarde pour la RAM, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, cette fois-ci, on alloue 28 Go de RAM pour les SQL. Pourquoi ? Parce qu'on a le choix technologique qui avait été choisi, c'était d'avoir un gros buffer au niveau du SQL, et donc d'avoir finalement une VM qui va avoir 24 Go de RAM. C'est pour ça qu'ici, le pourcentage en RAM est un peu plus important. Mais ce qui est important surtout de voir dans le design de réservation, plus que ce qui est prévu pour les machines virtuelles, c'est la zone violette. C'est ce qui est l'available. C'est dans ce pool, dans cette ressource disponible, qu'on va venir piocher lors de plusieurs actions. Quand on va par exemple cloner une nouvelle machine virtuelle, pour pouvoir être démarrée, elle va avoir besoin de ressources CPU, RAM, c'est dans ce pool violet qu'on va les piocher. Un host tombe, les VM vont être redémarrés, il va bien falloir piocher dans de la ressource, et c'est toujours dans ces ressources available qu'on va aller chercher. Ces ressources available, elles sont importantes pour l'évolution et la flexibilité de l'infrastructure. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ces ressources disponibles, available, sont bien réparties sur l'ensemble du cluster, et non plus sur un seul host, comme tout à l'heure, où on avait le web qui prenait que 3% de mémoire du CPU qui était utilisé. Là, sur l'ensemble du cluster, à n'importe quel moment, je peux encaisser un burst, CPU RAM, et je peux être capable, que ce soit venant du SQL ou du web, fournir cette ressource. Un autre argument aussi, c'était, voilà, on avait un VRAC. Le VRAC, c'était un réseau privé pour les machines. Je sécurise la donnée pour faire en sorte que l'extérieur, le monde public, n'ait pas accès au trafic entre mes VM.
Parfait. On a sécurisé l'extérieur. Mais la question reste, a-t-on sécurisé l'intérieur? Un dev, un sysadmin de notre entreprise de ski, a choisi de répliquer l'infrastructure de prod pour tester une mise à jour software. Soit, il clone. Il pioche dans la ressource available, parce qu'il en a, il démarre la machine. Pas de pot, il n'avait pas changé l'IP du SQL. Voilà, prod par terre. Alors qu'on voulait se sécuriser avec ce genre d'infrastructure pour dire « je veux tester et je veux être sûr que ça marche », je mets tout par terre parce que, conflit d'IP, c'est bête et méchant, mais ça fait mal quand ça arrive, et ça arrive plus tôt qu'on ne le croit. L'idée, c'est que le client a choisi de séparer en VXLAN. VXLAN, c'est la technologie Cisco, donc Nexus 1000V. Avant VMware 5.1, maintenant c'est directement intégré dans le VDS. Mais dans l'idée, c'est que, dans le switch distribué de VMware, dans l'idée, c'est que maintenant, chaque partie de mon infrastructure que je veux séparer est séparée et isolée. Si je veux cloner mon infrastructure de prod, je vais la redémarrer dans un VXLAN différent. Ce qui fait que peu importe les IP que l'on a mis, peu importe la configuration réseau que l'on a mis sur les machines virtuelles, lorsqu'elles démarreront, elles seront isolées. Une autre, donc tout à l'heure, quand on évolue l'infrastructure, c'est pour ne pas perdre en fonctionnalité. Donc dans l'idée, c'est que le client avait une infrastructure de sauvegarde, AKS, une infrastructure. Il avait un serveur de sauvegarde. L'idée, c'est que dans l'offre Dedicated Cloud, il est possible, au travers d'une offre managée, de choisir « je veux sauvegarder cette machine, cette machine, cette machine. Et je veux restaurer cette machine. » On n'a pas à s'embêter avec quoi, qui, qu'est-ce, est-ce que j'ai assez de place, est-ce que le backup s'est bien passé, est-ce que je dois faire un full, un incrémental, est-ce que je dois le planifier à minuit, à 2 heures du matin. C'est géré par justement cette offre managée d'OVH. Et derrière, c'est sur Vim, c'est Vim Backup, en gros, qui est derrière, qu'on peut voir sur les stands à côté d'OVH. On va maintenant vous présenter une petite vidéo qui permet de vous montrer, en gros, on va vous montrer l'un des avantages du Dedicated Cloud. Donc, qui est le add host. Donc, c'est une possibilité pour pouvoir ajouter une machine physique supplémentaire dans votre Dedicated Cloud. Donc là, on l'a vu. Un clic droit permet d'ouvrir un catalogue de hosts. Donc vous pouvez choisir la taille qui vous correspond. Là, on va choisir de rajouter un host L dans l'infrastructure, de la même taille que ceux qui étaient déjà. Et on va voir les tâches se dérouler dans le bas du vSphere. Donc on va voir ici une succession de tâches s'ajouter. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui va se passer donc, dans la partie de gauche. Donc là, on va voir le 4e host se rajouter. Il est tagué en rouge. Il est en train d'être ajouté dans l'infrastructure, il ne va pas tarder à passer en jaune et puis être valide. Donc on voit ici au niveau des dernières tâches qui sont en train de se compléter. Le host est passé en valide, il est intégré dans l'infrastructure. Donc la tâche est complétée à 100% et on voit ici au niveau du temps, on est aux alentours de 7 minutes. Sauf que, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'avais dit 5. 7 minutes. 7 minutes, qu'est-ce qui s'est passé en 7 minutes? On a une infra classique, Dedicated Cloud, avec des hosts, des VLAN, des stockages qui sont entièrement dédiés à notre client. Tout est fait automatiquement. On rajoute le host automatiquement dans l'inventaire, on rajoute les stockages, on tire les VLAN, on le rend compliant avec l'infrastructure en 5 minutes, en effet. Pourquoi ça a pris 7 minutes? Ça a pris 7 minutes parce qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, notre client avait fait le choix d'utiliser le Nexus 1000V. Et le Nexus 1000V, c'est une technologie en plus, donc un peu plus de boulot à faire sur le host, en l'occurrence installer tous les composants Cisco qui permettent au VXLAN d'exister, de fonctionner. Et donc voilà, ça prend à peu près 2 minutes, donc là on avait moins de 7 minutes, ça prend à peu près 2 minutes, histoire de le rendre compliant avec l'infra. Enfin, on est sur 7 minutes, t'as pas envoyé de fax,
Ouais. T'as pas On passe pas au par les service achats, achat, voilà. t'as pas tiré ton VLAN toi-même, t'as pas racké, t'as pas tiré les VLAN, t'as pas ah la barrette de RAM elle est morte. Bref, 7 minutes. Voilà, c'est assez fluide et assez simple au niveau du processus pour pouvoir rajouter de la ressource physique. Bon, cette ressource physique, il va bien falloir l'exploiter après. C'est-à-dire que cette ressource, donc ces nouveaux gigahertz et ces nouveaux gigas de RAM qui vont être apportés par le host physique, vont venir se rajouter au sein du pool de ressources available. Donc la partie violette qu'on avait dans le design des réservations tout à l'heure. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir à peu près 50% de ressources, on va être sur quasiment les 3/4 de ressources disponibles. Et là, on va pouvoir spawner énormément de VM tout de suite pour pouvoir, par exemple, pallier un burst en une dizaine de minutes. 7 minutes pour ajouter un host, on va compter une dizaine de minutes pour le déploiement de toutes les VM leur boot. On peut pallier un burst très rapidement en utilisant ça, et on va taper dans les ressources available pour démarrer toutes ces nouvelles machines, ces nouvelles instances. Donc voilà, dans l'idée, c'est que là, c'était un host pris à l'heure, une pub juste avant le journal de TF1 sur une promo de ski. J'ai besoin de rajouter des frontaux, j'ai besoin de rajouter de quoi tenir la charge pour cette annonce, pour ce burst temporaire, horaire, j'ai envie de dire simplement. On rajoute le host en 7 minutes, la ressource est disponible, je clone mes VM, donc on peut les cloner à l'ancienne en clic droit ou à l'aide de différents scripts, Perl, PowerShell, Java. Ça, je parle du SDK VMware, hein, donc de l'API VMware qui permet en gros de piloter son infrastructure à l'aide de différents scripts. On a la ressource disponible, on clone les VM, on encaisse la charge, on supprime les VM, on supprime le host. Le lendemain matin à 8 h, on a encaissé la charge et on a lissé notre ressource disponible en fonction de la charge que l'on allait subir. Je vais vous montrer une autre vidéo assez intéressante aussi dans le produit. C'est, j'ai envie de dire, qui d'entre vous là s'est déjà amusé à cracher son serveur SQL de prod un vendredi soir pour voir si ça allait tenir le week-end? Pas beaucoup, vu que j'entends des rires. Dans l'idée, c'est que là, on peut le tester. On va tester achat. Donc on choisit une victime, on va prendre le host le plus plein, tant qu'à faire. Clic droit, je choisis de mettre en évidence, je choisis de tester la résilience de mon infrastructure. Je choisis de voir si ma VM, si mon service pourra continuer de fonctionner si une défaillance hardware arrive sur le host. Donc dans le plugin qu'OVH a développé, mode résilience, on est bien sûr au sein d'un cluster achat, sinon le test n'a aucun autre intérêt que de cracher le SQL. J'accepte les tests de conditions, voilà, attention. Donc nous allons donc couper le réseau du host, et le host va apparaître comme étant donc indisponible. Et on va constater le fonctionnement de la technologie achat. On va constater que notre service va reprendre et notre service sera opérationnel. On coupe. Donc on voit le petit war, donc les alarmes VMware qui vont se mettre en place pour dire « attention, il se passe quelque chose ». Les VM petit à petit vont être unregister du host, donc d'abord power off, puis ensuite register sur les autres hosts du cluster, et ensuite redémarrer pour vous fournir le service. Le downtime sera le temps de démarrage de l'OS et sera le temps de démarrage de vos applications. Voilà, donc là, toutes les machines sont redémarrées. Toutes les machines sont opérationnelles. Le host est tombé. À ça, donc, comme on le disait tout à l'heure, on passe d'un cluster de 3 nœuds à un cluster de 2 nœuds. La ressource donc, que vous aviez besoin pour fonctionner, c'était 3 hosts. La fonctionnalité que je voulais mettre donc, en évidence était donc achat, ce à quoi OVH a rajouté simplement l'ajout d'un host de spare. En 5 minutes, 7, pour cette infrastructure, on peut livrer un host. Si un host tombe, au bout de 5 minutes, les serveurs de monitoring de OVH vont dire, donc ils l'ont déjà bien sûr intégré directement à la première seconde de downtime dans les interventions à faire au data center, sauf que vous, votre infrastructure est impactée. Il y a risque de contention, il y a risque de potentiellement ne pas pouvoir donner la ressource nécessaire à l'utilisation de vos machines virtuelles. Donc OVH va rajouter un host de spare gratuitement au bout de 5 minutes de downtime. Ce qui fait qu'avec les 5 minutes de add host, en moins de 15 minutes, vous avez à nouveau 3 hosts de disponibles dans votre inventaire. Vous n'avez plus confiance en ce host parce qu'il est tombé, vous le supprimez, vous gardez le nouveau, ou l'inverse, parce que vous l'aimiez vraiment, ce host-là, vous supprimez celui qu'on vous a donné gratuitement. Donc pour faire simple,
ça va vous permettre de vous concentrer sur votre activité. C'est du temps où on va pouvoir le rediriger sur de l'activité de dev ou sur de la prospection, etc. dans le cas de nos clients. Là, ce qu'il faut voir, c'est que on va pouvoir aller plus loin ou faire mieux avec ce type de techno. Voilà, donc, plus besoin de se dire, est-ce que le disque qui va m'être changé va fonctionner? Est-ce que la carte mère qui a été changée va fonctionner? Ce problème-là, c'est pas un problème, en fait, au final, on s'en fout, parce que c'est une VM. Elle n'a pas de matériel, elle tourne n'importe où. On peut même très bien la sortir du Dedicated Cloud et la faire tourner chez un concurrent. C'est une machine virtuelle, elle ne dépend plus du hardware. Elle ne dépend plus de l'utilisation que vous avez des machines, elle ne dépend plus que de ce que vous voulez en faire. Cette machine virtuelle, parfois, on a vu que c'était un peu plus compliqué sur des dédiés, on peut avoir besoin de faire des upgrades dessus, que ce soit applicatif ou en termes de capacité. On peut avoir besoin de faire des tests, parce que par exemple, on veut être sûr que sa mise à jour va bien se passer, donc on va jouer avec du clone pour simuler ce qui va se passer sur un dist upgrade. Ça va apporter de la souplesse aussi à ce niveau-là. Donc cette souplesse, elle sera aussi complétée par le fait de dire, donc je l'isole, bien sûr, maintenant que je sais que je peux créer des VXLAN, j'isole ma machine lors de mon clone, mais j'ai besoin de ressources. Donc j'adapte mon cluster, j'adapte ma machine en fonction, j'adapte mon infrastructure, pardon, en fonction des besoins que j'ai à l'instant T. Je m'adapte, ça marche tout seul. Alors, ça marche tout seul sur le principe, sur ce qu'on a vu, mais ça n'empêche qu'il faut garder un œil sur son infrastructure. Il faut, de la même façon que sur une infrastructure dédiée, on a son monitoring, le conserver sur une infrastructure virtuelle, comme là sur le Dedicated Cloud, et pouvoir regarder finalement où est la consommation de ressources, et bien s'assurer finalement qu'on n'a pas soit de prix trop gros, ou qu'on n'a pas une saturation au niveau de certaines ressources. L'idée, c'est que tout à l'heure, on a regardé des graphes. On avait notre infra de monitoring qui nous permettait d'archiver, d'historiser une utilisation à un instant T, à une période. C'est comme ça que le client avait pu constater réellement qu'il avait un trafic saisonnier, hiver, été. Maintenant, à l'intérieur du Dedicated Cloud, il y a énormément de métriques disponibles. Quand je dis énormément, c'est énormément. La mémoire d'une machine virtuelle peut aller de la mémoire allouée à la mémoire réservée, à la mémoire consommée, à la mémoire partagée, à la mémoire swappée. Ça fait énormément de concepts qui sont présents, de métriques qui sont intéressantes quand on veut. On peut aller voir loin pourquoi on a ces différents mécanismes, à quoi ils servent. Mais dans l'idée de notre client, c'était de ne pas s'embêter avec des nouveautés, avec des... Ah, j'ai mon métier, je dois avoir des métriques simples et je dois pouvoir simplement constater l'état de santé de mon infrastructure. C'est exactement le problème que se sont posés les administrateurs système VPS chez OVH, qui managent des infrastructures gigantesques de machines virtuelles, et ils se sont dit, je ne vais pas m'amuser à cliquer sur tous les VPS pour regarder si la mémoire swappée n'était pas plus grande que la mémoire partagée, quant à la mémoire allouée, si elle ne dépassait pas la mémoire du host. Donc l'idée, c'est que les administrateurs VPS ont mis en place un outil qui leur permettait, au travers d'un coup d'œil rapide, sur des métriques rapides, pour dire est-ce que mon infrastructure va bien. On voit au premier coup d'œil, avec du noir, avec du rouge, de l'orange, est-ce que c'est normal que mon SQL ait 90% de mémoire utilisée? Est-ce que c'est normal que mon serveur web a 100% du CPU utilisé? Voilà, en gros, on est capable de voir rapidement, d'avoir un coup d'œil succinct sur une page et nous permet de dire mon infrastructure va bien, mon infrastructure ne va pas bien. Donc cet outil s'appelle le vScope. Et le vScope est donc disponible pour toutes les infrastructures Dedicated Cloud. Comme on s'est dit que c'était utile pour nous, c'est un peu utile pour tout le monde. Parce que justement, on n'a pas envie de s'embêter avec ces métriques, avec ce métier en gros d'architecture. Dans l'idée, c'est qu'on peut aller un peu plus en détail sur comment fonctionne la machine, donc, ou la machine virtuelle ou le host, voir un peu l'utilisation des ressources que l'on a sur les machines ou pas. Et donc, sur cette utilisation, notre client... Là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que les graphes qu'on a là sous les yeux sont tirés du vScope.
Et pour pouvoir analyser un peu, comparer l'utilisation qui est faite entre le Dedicated Cloud et l'infrastructure dédiée, telle qu'elle était faite avant, on a le même système de graphique qui a été conservé. Donc on va pouvoir les regarder et les analyser un peu plus en détail pour voir est-ce qu'il y a eu une amélioration, est-ce qu'on a fait de la consolidation ou pas. L'idée, c'est qu'aussi, notre client avait quelques performances, avait des problèmes en fait. Quelque chose se passait. Voilà. Ça va mal. Donc les métriques à disposition ne lui ont pas révélé de problème. Voilà, pour lui, tout était normal. Et l'idée, c'est que l'expérience que notre client avait, l'idée, c'est que tout ce qu'il avait mis en place avant, il l'a gardé. C'est un métier qu'il a appris, c'est donc du temps qu'il a passé de dev, etc. Il a gardé, il est retombé sur ces graphes, les graphes SQL, de son ancienne infrastructure de monitoring, et il les a analysés. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les graphiques qui sont tirés de la machine SQL, telle qu'elle est dans son infrastructure Dedicated Cloud. Donc, on voit au niveau du CPU que là, il est utilisé aux alentours de 50%, donc il a déjà plus de ressources utilisées sur la machine. Il a un peu plus de consolidation. Au niveau de la RAM, là, c'est là où c'est le plus visible, c'est que cette fois-ci, on a quasiment toute la RAM qui est utilisée pour son buffer, et il n'y a plus de RAM libre finalement. Il utilise tout ce qui lui est nécessaire. Si jamais il a besoin de plus, on l'a vu tout à l'heure, il ira puiser dans le pool de ressources available. Mais là, on est stable et il utilise quasiment 100% de la ressource. Donc il n'y a plus de gâchis. Par contre, si on regarde le graphe avec les IO, on va constater un petit problème apparaître à ce niveau-là. C'est que cette fois-ci, on voit une métrique apparaître qu'on ne voyait pas tout à l'heure sur les graphes, c'est que là, il y a du wait IO. Ceux qui ont déjà été confrontés à ce type de problème savent ce que ça veut dire quand on a ça sur une machine. C'est que finalement, le stockage va mettre plus de temps à répondre. Donc, on va avoir des réponses qui vont être plus lentes, des pages qui vont s'afficher plus lentement, et on va avoir une expérience visiteur qui peut être un petit peu dégradée sur un site. C'est là le problème que notre client a donc eu, donc s'est confronté à ce problème-là. Et il n'y a pas moyen, ça marchait avant sur SD, je repars sur SD. Les I/O que j'avais avant sur le serveur HG étaient certes loin d'être occupés, loin d'être busy, mais ça fonctionnait. J'avais mon service qui répondait correctement à toutes les requêtes, peu importe la période, que ce soit estivale ou hivernale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajouter un serveur HG dans l'infrastructure. Comment? Alors jusqu'à présent, c'était quelque chose qui n'était pas forcément possible. Avec l'un des derniers produits qui a été sorti par OVH, le VERAC 1.5, qui est une évolution du VERAC, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, où c'était uniquement pour finalement regrouper des serveurs dédiés et les isoler des autres. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir pour coupler un ou plusieurs serveurs dédiés à une infrastructure Dedicated Cloud. On va s'en servir pour connecter les deux mondes. Donc ici, le VERAC 1.5 va permettre d'avoir toute l'infrastructure de prod sur le Dedicated Cloud, à l'exception d'un serveur physique, un HG, qui a été repris parce que le client savait que ça allait tenir dessus. Il l'intègre dans le VLAN de prod, dans lequel communiquent tous ses frontaux, pour pouvoir aller faire ses requêtes. Mais en termes de perf, là, ça va beaucoup mieux. Par contre, il n'a pas envie de repartir sur les problèmes qu'il avait eus, et il continue à avoir un slave de réplication. Et là, cette fois-ci, pour pouvoir vraiment avoir le meilleur des deux, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir sa VM, il va conserver son slave en VM. Donc, il a quand même choisi de garder la solution Dedicated Cloud, principalement pour les problèmes hardware, un maximum de problèmes hardware à éviter, l'isolation entre ces différents services. Il peut donner accès full à ses devs, à ses sysadmins, à un stagiaire, à une infrastructure complète, sans que ceci n'impacte la production. L'idée, c'était aussi de pouvoir avoir cet environnement fonctionnel rapidement. Parce qu'on était parti quand même sur une infrastructure où on pouvait s'adapter rapidement, où on pouvait avoir la ressource que l'on voulait quand on voulait. Donc le HG était aussi un moyen facile pour arriver à ça, où il s'est dit, très bien, j'aurai peut-être beaucoup de ressources disponibles,
Mais dès que j'en aurai besoin, ben, je pourrai taper dedans, tout simplement. Donc je t'en prie. Donc, ce qu'on voit ici avec l'utilisation du VERAC 1.5, c'est que finalement, on n'est plus obligé de faire le choix entre les deux infrastructures qu'on avait pu montrer. Donc, c'est-à-dire la première dans laquelle on fait le choix du tout dédié, la seconde dans laquelle on fait le choix du tout virtualisé avec le Dedicated Cloud. On va finalement les interconnecter pour pouvoir créer un cloud hybride dans lequel on va marier le meilleur des deux. Voilà, donc hybride, on va entendre, là, ça devient à la mode, on va entendre du hybride partout. Là, nous, on va appeler ça hybride là, pour cette conférence. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est hybride, pourquoi? Parce que physique et virtuel. On a fait exprès de faire l'alter de la DB, on a fait exprès de faire le petit RM de la slash qui va bien, on a fait exprès d'appuyer des points que vous aurez peut-être jamais, ou des points que vous avez déjà eus, choper l'IP du SQL de prod, tout ça. C'est peut-être des cas que vous n'avez jamais eu, mais des cas qui existent, des cas qui sont réels. Et avec différentes briques, donc certaines briques, on n'a pas exploité tous les produits OVH, avec certaines briques, on en a pris 2-3, et on est arrivé à une solution qui, aujourd'hui, convient parfaitement à un type d'infra qui, par exemple, ici, besoin saisonnier, qui ont besoin d'énormément de perfs pour la moitié de l'année, mais qui ont besoin d'un trafic, qui ont des besoins pour un trafic soutenu et régulier pour le reste de l'année. Donc les cas que l'on a vus, ce sont des cas fictifs, mais il y en existe bien d'autres, énormément d'autres même. Donc c'est pourquoi on espère que ce qu'on a pu vous montrer ici à travers le workshop vous fait voir des possibilités d'évolution des infrastructures que vous pouvez avoir ou que vous pouvez être en train de concevoir, les cahiers des charges sur lesquels vous pouvez être en train de travailler, pour dire finalement qu'il y a toujours de nouveaux produits qui sortent pour débloquer certaines situations. Et on espère, de la même façon que le client fictif qu'on a utilisé ici, pour tous vos projets, vous pourrez continuer à y aller tout chousse. Merci pour votre attention. Donc vous pourrez nous retrouver, on se promène pas loin du stand en fait OVH, et sinon il y a donc le stand dédié et l'univers cloud où vous pourrez poser toutes vos questions par rapport à tout ce qu'on a vu ici. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous.